merci de cette invitation. Effectivement, ce n'est pas la première fois que je viens ici. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Non pas pour des raisons pratiques, mais essentiellement pour des raisons amicales, parce que dans la libre pensée de ce département, j'ai un certain nombre d'amis proches, d'amis que j'estime énormément, ils le savent. Et évidemment, quand ils me demandent de leur donner un coup de main, le militant ne peut que accéder à cette demande. Le président de l'IRELP, l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, ne peut qu'accéder. Et l'ANI ne peut qu'accéder avec un immense plaisir. Je ne garantis pas le fait qu'à la fin de la conférence, vous partagiez mon immense plaisir, parce qu'il ne faut jamais, à la différence de Marc, préjuger de ce qui va être dit dans la conférence. Alors, je vais essayer de donner des éléments, on verra bien. Est-ce qu'ils ont un rapport avec la situation actuelle? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il faut que nous fassions tous extrêmement attention à ne pas mélanger les choses. Les problèmes de 1789 ou 1793 ne sont pas ceux de 2018-2019, c'est une évidence. Il peut y avoir, et il y a des similitudes. Mais pour prendre une formule que j'aime beaucoup, de mon regretté maître, directeur de thèse devenu mon ami Michel Bauvel, c'est une formule que je répète systématiquement et qui a une très grande portée, pas uniquement historique, mais politique, humaine, morale. Ne tirons pas sur les brins d'herbe pour les faire pousser. Les choses, il faut les considérer comme elles sont, non pas comme elles pourraient être, comme on voudrait qu'elles fussent. Il faut les considérer comme elles sont. Donc à partir de là, Robespierre. Première question, pourquoi Robespierre? Il y a un historien qui a incontestablement du talent. Je ne partage pas son point de vue, mais c'est pas grave, tant mieux d'ailleurs, qui s'appelle Marcel Gauchet, qui a fait un livre que je n'ai pas terminé, parce que c'est un livre qui mérite d'être lu, et d'être lu, d'être considéré, qui s'appelle Robespierre, l'homme qui nous divise le plus. C'est loin d'être faux. Et que Marcel Gauchet, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un représentant de ce qu'on va appeler la pensée libérale, qui est loin d'être la mienne, très loin. Je suis libéral sur un certain nombre de choses, mais certainement pas sur les conceptions économiques et politiques, qu'il s'intéresse au personnage de Robespierre, quelque part nous renvoie à ce qu'expliquait en son temps Jules Michelet, pour que les cendres de la Révolution soient encore chaudes, le foyer devait être particulièrement intense. En 2018-2019, nous nous interrogeons encore sur la portée, non pas du message, je ne considère pas que les hommes politiques ou les personnages de l'histoire délivrent des messages, mais sur l'action de Robespierre. On s'interroge encore sur Robespierre. Il est mort en juillet 1794. Pourquoi ce besoin d'interroger Robespierre? Alors bien évidemment, on pourrait aller à des réponses faciles, qui ne sont pas de mauvais aloi par ailleurs. Effectivement, c'est un des hommes politiques les plus calomniés, peut-être même le plus calomnié, de son présent et depuis sa mort. Dans l'histoire de France, je ne sais pas qui a été aussi calomnié. Pas même Jaurès. Et pourtant, on a mis le prix. L'homme le plus calomnié. On pourrait facilement écarter le débat en disant Robespierre était surnommé l'incorruptible. C'est le seul homme politique de ce pays. Alors là, évidemment, on pourrait faire des tas de gloses faciles sur les hommes politiques de ce pays et le fait qu'aucun d'entre eux n'ait été surnommé l'incorruptible comme Robespierre. Ça nous interpelle beaucoup. Un homme politique qui, à la fin de sa vie, était plus pauvre que quand il est rentré au pouvoir. Pardonnez-moi pour ce sifflet intempestif, mais quand même, cela mérite pour le moins considération. Mais ça n'épuise pas le débat.
Et au vrai, peut-on épuiser ce débat? Non. Le débat sur Robespierre est inépuisable. Donc je donnerai quelques réflexions qui sont personnelles, mais nous sommes à la libre pensée. Et pour reprendre une formule du petit prophète juif Hillel, maintenant, rentre chez toi et étudie, me semble, la meilleure des formulations. Je vais vous livrer des appréciations. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vous avez même le droit de dormir pendant la conférence. Ce qui, pour le conférencier, est toujours, comment dirais-je, une source d'angoisse, mais bon, c'est comme ça. À la Fédération de Paris, pendant quelque temps, on avait un type qui n'est plus à la libre pensée, et tant mieux, il s'installait systématiquement devant le premier rang de la conférence, et à peine le conférencier avait commencé à causer, il piquait du nez. Ça mettait le conférencier dans des dispositions, comment dirais-je, pas toujours évidentes. J'essaierai, mais enfin vous ferez... Alors pourquoi Robespierre? Vous connaissez certainement cette formule, cet immense historien Marc Bloch, fusillé par les nazis, il ne faut jamais l'oublier, qui interpellait ses contemporains, historiens, ses collègues, en disant « Robespierriste, anti-robespierriste, de grâce, dites-moi d'abord qui était Robespierre ?» Parce qu'avoir un point de vue anti-robespierriste comme Hollard, ou avoir un point de vue robespierriste comme Mathieu, ça peut nous empêcher de savoir qui était Robespierre. Et là, ça pose un autre problème qui est à quoi sert l'historien? Est-ce que l'historien est, comme certains le disent, quelqu'un de neutre? Vous savez, le type qui se met au-dessus des barricades pendant une guerre civile et qui, comment dirais-je, professe la paix aux deux camps qui se tirent dessus. Le seul avantage de cette situation, c'est qu'on prend des balles des deux côtés. Donc la neutralité, c'est pas quelque chose qui me sied. Les Grecs anciens avaient une formule que je partage, qui s'appelle la pragmosine. La pragmosine, c'est les gens qui, pendant la guerre civile, ne prenaient pas position, étaient condamnés à mort. Je trouve que c'est une mesure très sage. On doit prendre position. Et c'est, d'un certain point de vue, la seule manière pour arriver, non pas à l'objectivité, mais à l'impartialité. Et Mathieu, qui était robespierriste, historien considérable, utilisait souvent cette formule, l'historien à charge d'âme. L'historien, d'un certain point de vue, non pas parle pour ceux qui ne sont plus là, mais explique. Il ne parle pas. Il n'est pas le porte-parole, il n'est pas l'avocat. Il explique ce qui s'est passé. Du moins, il essaie. Alors, une fois que j'ai essayé de déblayer un petit peu les raisons de cette interrogation sur Robespierre, il y a cet éditeur, Jacques André de Lyon, m'a demandé ce truc-là, ce petit opuscule, pardon, cet opuscule, l'opuscule est toujours petit. L'idée de cette maison d'édition, très intelligente, c'est qu'il faut se mettre dans la peau du personnage et raconter la vie du personnage à la première personne. Ce qui est passionnant, qui pour un historien est particulièrement dangereux, parce qu'un historien ne peut écrire que des choses attestées. Il ne peut pas inventer, il n'est pas un romancier. Alors, s'il fait œuvre de roman, ce n'est plus un historien. Et en général, quand un historien sort de son champ de travail, c'est une catastrophe. Donc, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il fallait essayer de se mettre dans la peau de Robespierre. Robespierre, qui est considéré à juste titre comme un grand révolutionnaire, a plusieurs caractéristiques. La première, c'est un des très rares révolutionnaires à avoir dirigé un pays en révolution. Parce que vous savez, c'est très facile d'être révolutionnaire. Maintenant, vous inventez un rasoir de flamme, vous êtes révolutionnaire. Vous inventez je ne sais trop quel machin, vous êtes révolutionnaire. Vous vous présentez aux élections, vous avez intérêt à dire que votre programme est révolutionnaire. La lessive qui va sortir là, il faut qu'elle soit révolutionnaire. Vous n'allez pas dire que votre rasoir est routinier, que votre shampoing n'importe rien, que votre programme électoral il a déjà été vu par tout le monde depuis toujours. Tout le monde doit être révolutionnaire, même, non pas le président de la République.
Emmanuel Macron. Parce que je suis un républicain et je considère que l'institution président de la République est une abomination. Si nous sommes en République, res publica, à égalité, il ne peut pas y avoir quelqu'un au-dessus. Donc, M. Macron, que certains appellent président de la République, avait sorti au moment de sa campagne électorale disons une suite de feuilles numérotées accrochées ensemble, ce sera plus exact, plus vrai, qui s'appelle Révolution. Je l'ai lu, il n'y a rien. Mais c'est consternant. C'est consternant. Mais il fallait à tout prix montrer que c'était nouveau. Donc tout le monde est révolutionnaire. Robespierre était révolutionnaire. Et je reviens à ma phrase. Des révolutionnaires qui ont dirigé un pays en révolution, il y en a très peu. Très très peu. Et voilà pourquoi le travail de Robespierre, indépendamment de ce qu'il a fait avant de rentrer au comité de salut public, est considérable. Parce qu'un révolutionnaire dirigeant un pays en révolution, je connais Pascal Paoli, Robespierre, Washington d'un certain point de vue, Lénine, il n'y en a pas des kilos. Donc on est obligé de regarder, non pas le type qui a écrit tel ou tel, comment dirais-je, ouvrage important, je ne nie pas cela, mais il y a une dimension pratique, une dimension politique au sens noble du terme, une dimension homme d'État qui est considérable. C'est ce qui séduit d'ailleurs Marcel Gauchet dans sa démonstration. Et attention, un certain nombre de gens qui ne sont pas des révolutionnaires, loin s'en faut, y compris même de droite musclée, va-t-on dire, voire même de réactionnaires, ont un regard attentif, voire même chaleureux, sur l'attitude de Robespierre comme homme d'État. Je considère que l'homme d'État a marqué son temps, ce qui est incontestable. Mais, donc, ce révolutionnaire qui a dirigé une révolution. Et là, il faut revenir un petit peu sur ce que c'est être un révolutionnaire. Bien évidemment, tout le monde connaît la devise d'Erasme, on ne naît pas homme, on le devient, on ne naît pas révolutionnaire. Personne. Les gens qui essaient de trouver dans la trajectoire révolutionnaire de tel ou tel des explications personnelles, psychologiques, voire psychanalytiques, en général, c'est, passez-moi l'expression, c'est du baratin absolu. Tout le monde connaît probablement la légende de Lénine apprenant la condamnation à mort de son frère aîné pour terrorisme, et Lénine aurait dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Remarquable anecdote, passionnante, totalement inventée. Lénine avait 6 ans quand son frère aîné a été pendu par la police tsariste. Comment voulez-vous qu'un gamin de 6 ans puisse inventer une stratégie qui va amener à la prise du pouvoir au moment de la révolution d'octobre? C'est du baratin absolu, c'est même pas du baratin joli, c'est du baratin stupide, parce qu'une légende jolie après tout, hein, si c'est agréable, pourquoi pas. Donc, on ne naît pas révolutionnaire. Et en même temps, quand on regarde, excusez-moi, je reviens sur mes pas, on ne naît pas révolutionnaire et il y a très peu de révolutionnaires qui rentrent en révolution avec un plan préétabli. Très très peu. Sur la Révolution française, on peut considérer que celui qui avait la vision la plus lucide, probablement Marat. Pas Robespierre, pas les autres. Sur les grandes révolutions, tous les révolutionnaires, toujours, ont été surpris par le déclenchement de la Révolution. Marx au moment de la Commune de Paris, je parlais de la Révolution russe il y a 5 minutes. En février 1917, Lénine, exilé en Suisse, expliquait dans une conférence « Nous autres, les vieux, nous ne verrons pas le début de la Révolution. » Février 1917. Mais la force d'un révolutionnaire, c'est de voir le moment, de ne pas regarder un phénomène révolutionnaire, un épisode révolutionnaire du haut de son dogme, ou de ses dogmes, ou de ses... comment je pourrais appeler ça? De ses répugnances. Donc il n'est pas révolutionnaire, Robespierre, et en même temps, il est totalement de son temps,
et sa trajectoire individuelle, d'un certain point de vue, va l'amener à être ce qu'il va devenir. Par exemple, il n'est pas du tout secondaire de savoir que Robespierre naît quelques mois, pas 9 mois, quelques mois après le mariage de ses parents. Alors évidemment, tous les contre-révolutionnaires ont daubé là-dessus. Ils ont vécu dans des conditions vraiment, le mariage. C'est pas du tout ça. C'est que le cadre coercitif du mariage d'Ancien Régime au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, était en train de totalement exploser. Comme tout le paysage mental, comme toutes les habitudes, comme tout était en train d'exploser. Le Robespierre est de son temps. Le nombre de naissances hors mariage dans les années 1750 était considérable. Il y a une courbe. Les habitudes de vie changent totalement, changent, pas du jour au lendemain, mais c'est une manière qu'a la société d'Ancien Régime de regarder l'Ancien Régime et de lui signifier: on ne veut plus de toi, on ne veut plus de tes lois, on ne veut plus de tes habitudes, on ne veut plus de tes obligations. C'est une manière totalement quotidienne, comment dirais-je, de la vie courante, etc. Mais ça existe. Et Robespierre se retrouve orphelin, comme on le sait, pauvre. Il est envoyé seul, pauvre, orphelin, à 12 ans, à Paris, dans un collège. Je l'ai écrit dans ce... Non, je ne l'ai pas écrit ici pour des raisons que j'ai expliquées. Mais on aurait lu ça chez Dickens, un orphelin qui ne connaît personne, qui est pauvre, et qui arrive, et qui ne peut s'en sortir parce qu'il est orphelin, que par le travail. Ça nous renvoie à ce que un autre grand révolutionnaire qu'un certain nombre d'entre nous connaissent ici, c'est Babeuf. C'est parce qu'il n'avait pas d'autre solution que le travail. Et ça aussi, c'est profondément révolutionnaire. Et on y reviendra certainement. Parce que les gens du tiers-État, dans la France de 1750, 1760, 1770, à la différence de la noblesse qui bénéficiait de privilèges héréditaires, ne pouvaient s'en sortir que par le travail, et donc, quand on est gamin, que par l'étude. Bon. Pour aboutir à un sort que l'on pourrait considérer comme meilleur, mais que l'Ancien Régime refuse à toute force. Je vous rappelle, par exemple, que dans les années 1780, 82 exactement, l'Ancien Régime aux abois, pour garantir les privilèges des nobles, fait mettre en place l'édit des 4 quartiers, c'est-à-dire que pour être officier dans l'armée royale, il fallait avoir les 4 grands-parents nobles, pour empêcher le tiers-État d'accéder au poste d'officier dans l'armée. Magnifique comme solution. Je prends toujours cet exemple-là, parce que ça montre ce que fait un gouvernement ou un régime aux abois. Sur le coup, ils ont gagné. Les postes d'officiers vont être réservés pour les nobles. Et donc, les gens de la roture vont être confinés dans les places de sous-officiers. Formidable. Mais quand il y a une émeute, il va y avoir des émeutes. La journée des Tuiles, les journées pré-révolutionnaires de l'été 1789, etc. Pour que les officiers donnent des ordres aux soldats, il faut passer par les sous-officiers. Mais les sous-officiers venant de la roture, venant du tiers-État, vont rejoindre les émeutiers. Cette décision d'Ancien Régime visant à consolider le privilège des nobles ne va être à terme qu'un facteur d'explosion de l'armée et donc de toute la société d'Ancien Régime, parce que l'armée était la profession par destination des nobles. Donc il se retrouve avocat, comme beaucoup, avocat de province. On a cherché à voir un petit peu dans les textes qu'il faisait. C'était un jeune homme qui faisait des poèmes pour les jeunes femmes, etc. Mais nous sommes dans les années 1780, les choses commencent à maturer. Par exemple, il fait un certain nombre de plaidoiries qui font que, j'ai parlé de Babeuf tout à l'heure,
Babeuf qui ne connaît pas Robespierre. Et nous sommes bien avant 1789. Babeuf dit « Ce monsieur de Robespierre est et sera toujours l'avocat des pauvres. » C'est pas mal vu. Robespierre est inconnu. Il n'est qu'un avocat à Arras. Babeuf, alors il n'est même pas inconnu, personne ne sait qui c'est, on sait maintenant, nous, par les archives, qu'il a conservé. Et ce type-là regarde Robespierre, qu'il ne connaît pas, le qualifie de « il sera toujours l'avocat des pauvres », c'est sacrément bien vu. Il ne sait pas, et Robespierre non plus, que des années après, c'est Robespierre qui va mettre en place la politique du maximum visant à limiter les prix pour favoriser les pauvres. Et donc il se retrouve avocat et très attentif aux pauvres de la ville d'Arras. La ville d'Arras, par exemple, à ce moment-là, les pauvres vivaient sous terre, dans des sortes de cavernes. C'est-à-dire que Arras, c'était une... Ça me fait penser un petit peu à... Ça y est, le nom m'échappe, mais vous allez me le dire. Ce film de Fritz Lang... Métropolis. Merci. Où il y a deux mondes différents. Le monde de la surface et le monde enfermé. Et Arras, la ville noble et remarquable, des immeubles en construction récente, etc. Et le tiers-état, on ne va pas dire le prolétariat, le peuple, le bas peuple, vit en sous-sol. On ne les voit pas. Ce sont les invisibles. Le problème de la Révolution, c'est quand les invisibles deviennent visibles. Et quand commence ce tourment révolutionnaire, Robespierre choisit son camp, et les historiens, à juste titre, ont insisté sur quelque chose qui n'est pas un symbole, ou plus exactement, pour parler comme le grand surréaliste Jacques Vacher, il est de l'essence des symboles d'être symbolique. Il va être le député aux États, après les États généraux, mais d'abord les États d'Artois, par la corporation des savetiers, qui est la corporation la plus pauvre d'Arras. Il est avocat. Bon, certes, avocat de petit métier, on va dire, mais il est avocat quand même. Il choisit de défendre la cause des savetiers, et les savetiers le choisissent comme délégué, c'est-à-dire qu'il y a une osmose qui s'opère. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas, comment dirais-je, épiloguer là-dessus, ce qui se passe en 1789, et surtout il se passe quelque chose. Je dis bien, il ne faut pas tirer sur les brins d'herbe pour les faire pousser, mais quand même. Robespierre devient révolutionnaire, c'est le grand historien soviétique Manfred qui dit ça, il devient révolutionnaire le 14 juillet 1789, comme vous. Avant, comme beaucoup de révolutionnaires, il pensait que bon, on allait quand même convaincre le roi de je ne sais trop quoi, vous savez la légende du bon roi et des mauvais ministres. Bon, on va convaincre le roi. Sincèrement, hein. Et tout ce que le roi va montrer prouve surtout sa grande indécision. Donc quand quelqu'un est indécis, on se dit on peut faire pression sur lui pour qu'il aille vers de meilleurs sentiments. Ce que les révolutionnaires ne savent pas, qu'ils vont découvrir à l'automne 1792, c'est que ce roi indécis, ce roi qui leur prodigue des paroles d'amitié, entretient en même temps une correspondance secrète avec les puissances monarchiques d'Europe, à un plan de corruption des journalistes et des hommes politiques, Mirabeau, mais pas uniquement, et donc est en fait non pas un roi, mais un traître. Parce que le roi qui aurait dit ouais, moi je me bats comme ça, bon ben, ou le roi qui aurait été indécis et uniquement indécis, on ne mesure pas le traumatisme qu'a été la découverte de l'armoire de fer dans les Tuileries à l'automne 1792. Le roi qui avait proclamé être fidèle à la nation, d'accord, il y avait eu l'histoire de Varennes qui montrait que ce n'était pas le cas, et on découvre là ces lettres qui remontent non pas à Varennes, mais bien avant, dès l'été 1789, qu'il prépare la contre-révolution armée. C'est un choc considérable. En plus, j'anticipe, ce choc intervient au moment du procès. Le procès qui avait été voulu par les Girondins pour sauver le roi. Robespierre ne voulait pas du procès. Parce que Robespierre a un argument terrible, inattaquable.
si vous mettez, dit-il Robespierre, Louis XVI, en procès, en bonne justice, tout accusé est présumé innocent. Donc Louis XVI est innocent. Mais si Louis XVI est innocent, l'insurrection du 10 août qu'il a chassé du pouvoir est coupable. Voilà pourquoi il explique qu'il ne peut pas y avoir un procès. Et entre-temps, on découvre l'armoire de fer. Les Girondins, dès le 10 août, avaient cherché à préserver la continuité dynastique. Ils avaient, par exemple, nommé un gouverneur du Dauphin. Nommer un gouverneur, ça veut dire qu'il va y avoir une suite. Ils avaient prononcé contre la commune insurrectionnelle de Paris du 10 août 1792, non pas la déchéance du roi, mais la suspension du roi. Tout le monde mesure la différence. Et le procès était fait pour aller vers un acquittement. Comme l'a dit Robespierre dans une de ses formules exceptionnelles, contre les Girondins, il leur a dit « Voulez-vous une révolution sans révolution ?» Alors là, on est en bon droit de s'interroger sur la situation actuelle. Il y a de la casse. Oh, quelle horreur. Il y a de la casse. Je peux vous dire une chose, il y a de la casse et il y a de la violence. Ouais. Vous savez, les péages d'autoroute, ça se répare. Ça se répare. Ça coûte du pognon, oui, mais enfin, je n'ai pas cru comprendre que les sociétés d'autoroute étaient particulièrement, comment dirais-je, dans le besoin. Et ça se répare. Les yeux crevés, ça ne se répare pas. À violence, violence ennemie. Et ça, tous les discours sur la casse, sur les émeutes, alors là, à juste titre, tu as noté que j'avais mis en exergue de ce petit travail la phrase de Jean Ferrat, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Au moment de juillet 1789, l'Assemblée constituante, à majorité conservatrice, parle d'émeute. Et Robespierre répond, on parle d'émeute. Cette émeute, messieurs, c'est la liberté. Ne vous y trompez pas, le combat n'est pas à sa fin. Je suis contre tout ce qui peut être téléologie, qui est de télescoper des choses du passé pour les coller dans le présent. Mais quand on parle d'émeute, ce sont les gens au pouvoir qui considèrent que c'est une émeute. Les gens qui ne sont pas au pouvoir considèrent, comme Robespierre, avec Robespierre, que c'est la liberté. Ce n'est pas une notion sémantique, c'est une notion de point de vue. Est-ce qu'on est au pouvoir et qu'on envoie telle ou telle force contre le peuple ou une fraction du peuple parce qu'on considère que c'est une émeute, ou est-ce que cette émeute, entre guillemets, est une forme particulière d'une recherche, d'un besoin, d'une nécessité de liberté? C'est totalement différent. Vous savez, j'ai parlé de Fritz Lang, je vais parler d'un autre film que j'aime beaucoup, qui est Le Corbeau, que je crois que tout le monde a vu. Vous connaissez cette scène où Pierre Freinet fait bouger la lampe en disant où est la vérité, où est le mensonge, où est la lumière, où est la clarté. Quand vous bougez la lampe, ce qui est éclairé à un moment est obscur en fonction de la trajectoire de la lampe. L'émeute et la liberté, c'est la même chose. Ce qui est l'émeute des gens au pouvoir est la liberté de ceux qui expriment la liberté. Et vous savez, les manifestations ont déclaré la prise de la Bastille n'était pas déclarée. Et les gens qui disent ça n'a jamais eu lieu, c'est une chose qui, d'un point de vue de l'historien que je suis et du militant et de l'homme que je suis, du bonhomme que je suis, je trouve ça consternant. Ça n'a jamais eu lieu. Les hommes ne sont jamais montés sur la Lune jusqu'en juillet 1969, bon, etc., etc. Le mur de Berlin n'est jamais tombé, jusqu'au jour où il est tombé. C'est comme les journalistes sportifs qui disent « telle équipe n'a jamais battu telle équipe ». D'accord. Et puis le jour où elle la battra, jusqu'à tel jour. Autrement, ça veut dire que l'espèce humaine, nous autres, nous serions condamnés par je ne sais trop quelle malédiction à l'immobilité. Le libre penseur que je suis crie de toutes ses forces contre une telle affirmation.
nous ne sommes pas condamnés. Ou alors, si nous sommes condamnés, il faut que l'on puisse nous dire qui est le juge et qui est le bourreau. Et là, comme par hasard, on sort de la discussion sur l'humanité pour amener à des forces surhumaines ou surnaturelles qui pourraient juger et condamner. Merci. Depuis la malédiction d'Adam et Ève, je ne peux pas, pour des raisons évidentes, accoucher dans la douleur, et je n'ai pas tellement envie de gagner mon pain à la sueur de mon front. C'est une malédiction biblique, je la récuse de toutes mes forces. Mais c'est une autre forme que de dire « cela n'a jamais eu lieu » ou « ce n'aura jamais lieu » jusqu'au moment où ça a lieu. Pourquoi fixer obligatoirement à l'humanité des limites? Pourquoi considérer que le génie humain n'est pas illimité? Pourquoi? Au nom de quoi? Bon. Ne croyez pas que ce soit une... C'est une parenthèse, et ce n'est pas une parenthèse par rapport à... Comment dirais-je? Je regarde l'heure parce que je cause. Vas-y. Combien de temps? Encore... Vas-y. Bon. Et à partir de là, Robespierre a cette conception qu'il formule dès 1789, que la révolution ne peut pas être quelque chose de limité. Et ça va prendre plusieurs aspects particulièrement significatifs, je dirais, et qui sont maintenant, encore maintenant, les reproches que les réactionnaires de tout poil adressent à Robespierre. Le principal reproche que l'on adresse à Robespierre, et qui est commun aussi bien des contre-révolutionnaires purs et durs, je dirais, que des libéraux comme François Furet, enfin, je n'ai pas dit le regretter, je le défends, François Furet. Je l'ai bien connu, je ne le regrette pas. Rousseau expliquait que, je crois dans les Confessions, j'ai découvert que tout tenait à la politique. Bon. Et c'est la base de la réflexion rousseauiste, et pas uniquement de Robespierre, de Babeuf, d'un certain point de vue de Marat, de Marx, bien tous les révolutionnaires. Et c'est contre cette conception-là que Furet et les autres expliquent que considérer que la politique peut changer les choses, c'est la toute-puissance de la politique, et pour lui c'est inacceptable. Mais si ce n'est pas la politique qui peut changer, qui peut changer? Quelque chose qui est autre chose que l'espèce humaine. On en revient toujours à notre discussion. Donc pour lui, les choses ne peuvent pas être limitées. Quand la discussion se mène sur la citoyenneté, qui était uniquement la citoyenneté des catholiques, Robespierre se bat pour la citoyenneté accordée notamment aux juifs. Et je vais y revenir. Et on me dit, oui, se sont battus pour la citoyenneté accordée. Je vous rappelle que les juifs, à ce moment-là, vivaient encore dans des ghettos en France, à la fin de l'Ancien Régime. Qu'ils avaient pu obtenir quelques concessions dans les dernières années de l'Ancien Régime, mais quelques concessions seulement. Et donc, Robespierre se bat pour la citoyenneté accordée aux Juifs. On nous explique, il n'est pas le seul, l'abbé Grégoire également. Escroquerie, baratin, mensonge. L'abbé Grégoire, et il l'a expliqué, il voulait que les Juifs puissent être citoyens pour pouvoir les convertir. Robespierre explique que c'est en leur qualité d'hommes qu'ils doivent être citoyens. C'est totalement différent comme conception. Est-ce que c'est des âmes que nous allons ramener dans le droit chemin, ou est-ce que c'est en qualité d'hommes que nous nous intéressons à eux? Et les choses sont étonnantes. J'ai envoyé un papier qui va sortir normalement dans le prochain numéro de La Raison. Au moment de 1789, dans les derniers jours de 1789, très exactement le 25 décembre, un député monte à la tribune et dit « Bon, on est en train de discuter sur la citoyenneté des Juifs, etc., etc. Il ne faut pas oublier les Mahométans. Et la citoyenneté doit être accordée également aux Mahométans. » Chose qui est reprise en 1790 par le député La Rochefoucauld-Liancourt,
qui considère que la citoyenneté, il dit à un moment, on a donné la citoyenneté aux Mahométans, il faut donc la donner aux Juifs. C'est quand même assez étonnant. 1789, 1790. Il y a des gens actuellement qui considèrent que les Mahométans, les musulmans, pour dire les choses, sont en 2018-2019, d'une manière ou d'une autre, des citoyens de deuxième zone. Ils sont des citoyens à égalité en France depuis 1790. Au passage, ce sont les mêmes qui vous parlent de l'histoire de France, les traditions françaises. Les traditions françaises, au moins depuis 1790, c'est que les Mahométans sont des citoyens français. Point barre. Et dire qu'il faut adapter la loi de 1905 à l'islam, etc., c'est j'allais dire une hérésie. D'un point de vue philosophique et d'un point de vue historique, une hérésie et une abomination. L'histoire a tranché cette question-là dès 1789-1790. Mais il ne fait pas que ça. Robespierre, je l'ai écrit et c'est connu, et c'est le premier homme politique qui va se prononcer contre la peine de mort. Et il faut toujours se rappeler que quand il demande l'abolition de la peine de mort, celui qui va être le plus acharné contre lui, c'est l'abbé Maury, qui me permet d'insister, nous sommes dans une réunion de la libre pensée, et notre soif de combat contre l'Église catholique est relativement insatiable. Celui qui s'est prononcé violemment contre l'abolition de la peine de mort, l'abbé Maury, en disant « Vous n'avez qu'à expliquer cela aux brigands de Bondy ». À l'époque, rappelez-vous, les Misérables et les Thénardier. Bondy, c'était le repère des brigands absolu. Maintenant, c'est uniquement une ville de banlieue. Est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas. Ça, au passage, pas déconner non plus. Et il est conduit. Il n'est pas suivi. Il faudra attendre 1981 et Badinter. Je ne suis pas toujours d'accord avec le gouvernement de 1981, mais quand Robert Badinter monte à la tribune et prononce ces paroles historiques, il a raison. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de vous demander de voter l'abolition de la peine de mort. Oui. Et il s'inscrivait, Robert Badinter, dans la filiation Robespierre, Victor Hugo, Jaurès. C'est pas mal. C'est plus que pas mal. Et ce qui fait que, là aussi, on revient au procès du roi. Robespierre dit « Ce n'est pas moi qui ai maintenu la peine de mort dans l'arsenal juridique. Quand je l'ai proposé, vous m'avez dit non. Et maintenant que c'est en discussion pour un traître patenté au sommet de l'État, vous la récuserez. Vous l'acceptez pour les voleurs de grand chemin, vous la refusez pour le principal personnage de l'État. Il faut savoir si la loi est la loi, et la loi pour tous. Alors bien évidemment, il faut faire très attention à une chose. Ne nous mettons pas, on ne peut pas, dans la tête des gens de la fin du XVIIIe siècle. Un film est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est pas mal, qui est même plus que pas mal. C'est Un peuple et son roi. Et qui essaye d'aller le plus près de la vérité historique, mais on ne peut pas aller à la vérité historique, parce qu'on n'a pas, comment dirais-je, le paysage mental de l'époque. On ne peut pas la voir, on ne peut pas l'imaginer. C'est impossible. Quand à un moment on voit la décapitation, que quelqu'un dit c'est tout, parce qu'ils étaient habitués à un spectacle qui était le spectacle de la roue, qui durait plusieurs heures. Plusieurs heures. Lisez ou relisez, comment dirais-je, les premières pages de Surveiller et punir de Michel Foucault, qui reprend la description de l'agonie de Damien. Le bourreau même s'est trouvé mal, pour vous dire. Bon. Et donc, on ne peut pas avoir cette conception-là. Et donc, quand Robespierre dit vous avez demandé que la peine de mort soit maintenue, il faut être cohérent. La loi, elle est pour tout le monde. Et il dit, cette formule qui, à juste titre, est restée dans l'histoire,
je prononce à regret ces funestes paroles, pour que la patrie vive, l'oubli doit mourir. Il n'y a pas le choix. Quand j'étais enseignant, je discutais avec mes élèves sur la peine de mort et sur... enfin, bien évidemment, en 2018, à part 3 fous sadiques, plus personne n'est pour la peine de mort. Enfin, j'ai dit en France, parce que le paysage mondial est un petit peu plus contrasté. Et je disais à mes élèves, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les gamins me disaient, on le tue. Je dis, tu es pour la peine de mort? Ah non, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on le garde en prison. Bah, c'est ça, on le garde en prison, ça veut dire que tu donnes aux Autrichiens et aux Prussiens, venez le libérer. Le piège s'est refermé sur Louis XVI et sur les Girondins, alors que Robespierre ne voulait pas de procès, pour les raisons que j'ai expliquées. Et qu'à partir de là, la chose était... Il était impossible de faire autrement. Quand la Convention vote à l'unanimité, aucune voix contre, que Louis XVI est coupable, que reste-t-il? Que reste-t-il? C'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un, pour parler comme Saint-Just, la force des choses qui va amener à ça. Mais cela n'empêche que dans l'histoire de ce pays, le premier homme politique qui a voulu l'abolition de la peine de mort, c'est Robespierre. Ça nécessite également, comment dirais-je, de dire un mot de l'esclavage. Certains de mes amis le savent, je déteste Wikipédia. Je trouve que c'est une escroquerie abominable. Que par exemple la notice qui est consacrée à celui qui vous parle est truffée de stupidité. Stupidité. À un moment, il était écrit que j'avais fait une carrière aux allocations familiales. Une carrière. Je chassais le courrier. Si ça c'est une carrière, il y avait des tas de bêtises comme ça. Bon. Et notamment sur la question de l'esclavage, pas uniquement sur la question de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, Wikipédia raconte à peu près n'importe quoi. Tout le monde veut oublier à toute force que le premier endroit où l'esclavage a été aboli, c'est la Convention montagnarde dirigée par Robespierre en février 1794. Non, non, Wikipédia ne dit pas ça. Wikipédia, par exemple, dit l'abolition de la traite. Dans la chronologie, il y a l'abolition de la traite négrière. Mais l'abolition de la traite négrière et l'abolition de l'esclavage, ce sont deux choses différentes. Et il cite la constitution du Vermont, si je ne dis pas de bêtises, qui dit, du Vermont aux États-Unis, qui dit, bon, si vous lisez Wikipédia, en 1781 ou 82, le Vermont, je pourrais vérifier si c'est bien le Vermont ou le Maine, c'est un des États américains avant l'indépendance. Bon, et vous dites, bon, c'est pas vrai, c'est pas la Révolution, il y a eu. Il faut être un peu tordu, je le suis, pour farfouiller, pour trouver la constitution de cet État américain. J'ai cherché, hein. Pas facile. Eh bien, dans la Constitution, l'esclavage est aboli. Enfin, finalement, on ne peut pas être esclave, mais il y a une exception. Sauf si vous êtes condamné pour dette. Alors chacun peut imaginer que dans un système censitaire, comme les États-Unis, enfin les futurs États-Unis au XVIIIe siècle, n'importe quel juge peut condamner n'importe qui à la prison pour dette. Et bon, tu vas pas faire de la prison, tu deviens esclave, c'est quand même mieux. Donc c'est une escroquerie absolue. Et en plus, ce qu'on oublie de dire, heureusement quelques historiens, dont mon ami Florence Gauthier insiste là-dessus, l'abolition de l'esclavage en 1794, c'est une abolition sans indemnité. Et les conventionnels ont un argument qui est irréfragable. Parce que l'esclavage est un crime de lèse-humanité. C'est là que la notion de crime contre l'humanité va apparaître. Un crime de lèse-humanité, on ne peut pas les indemniser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1848, quand la seconde abolition de l'esclavage va avoir lieu, Napoléon Bonaparte au passage, etc.,
les propriétaires d'esclaves vont être indemnisés. Ce qui va aboutir à cette petite vengeance médiocre, dégueulasse. Excusez-moi, j'ai parlé avec mon cœur. Que les propriétaires d'esclaves vont donner à leurs anciens esclaves tous les prénoms hallucinants qui vont faire souche, je dirais, dans les anciennes terres esclavagistes. Mais la Révolution française a aboli l'esclavage pour la première. On pourrait revenir sur des tas et des tas de choses. On pourrait revenir, par exemple, sur le fait que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est une construction de Robespierre. Au point de départ, c'était liberté et égalité. Il a demandé que la phrase fraternité soit rajoutée. J'expliquais ça, je donnais ça la semaine dernière, dans un banquet à Montreuil, où j'étais invité par mon vieux copain Alexis Corbière, mon ami Alexis Corbière. Liberté, égalité, fraternité, c'est une construction de Robespierre qui a fait rajouter fraternité parce qu'il disait, et c'est lumineux, liberté et égalité ne peuvent se concevoir qu'avec la fraternité. Parce que si vous êtes libre et que vous êtes à égalité, vous ne pouvez avoir les uns envers les autres que des sentiments de fraternité. Et ce triptyque républicain, les gens discutaient, il est parti avec quelqu'un qui m'interviewait, disait, est-ce qu'il faudrait rajouter un quatrième mot? Certainement pas. D'abord, imaginez l'outrecuidance du bonhomme qui, en 2019, viendrait dire aux révolutionnaires de 1789, ah non les gars, vous avez merdé, il faut rajouter un mot. Alors déjà, je trouve ça d'une prétention indiscutable, mais cette formule, elle est homothétique. Elle se suffit à elle-même. J'entends ici ou là des gens qui disent il faudrait rajouter laïcité. Certainement pas. Certainement pas. Si nous sommes libres, nous sommes obligatoirement à égalité. Parce que si nous sommes libres avec une inégalité, ce n'est pas une vraie liberté. Ce serait, et là aussi pour revenir à une formule de Robespierre, l'aristocratie des riches la plus inacceptable de toutes. Et si on est à égalité, on doit être obligatoirement libre, parce que si c'est être à égalité dans l'esclavage, c'est pas terrible. Donc il faut être à égalité dans la liberté. Et si on est à liberté et égalité, on ne peut l'être les uns et les autres que dans un rapport de fraternité. Il n'y a pas besoin de rajouter laïcité. Cela est induit par la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Et vous savez, vouloir rajouter laïcité, comme j'entends dire, par des gens pas très laïcs par ailleurs, à cette devise-là, c'est faire comme si la Révolution française ne suffisait pas. Comme s'il fallait rajouter un petit peu plus de ceci, un petit peu plus de cela. Elle est comme elle est. Une formule que j'avais utilisée devant mon Michel Beauvais, j'ai dit « La plus belle du monde ne peut donner que ce qu'elle a », c'est pas mal, et la Révolution française ne peut donner que ce qu'elle a. Liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas besoin d'ajouter. La laïcité, c'est la liberté. La laïcité, c'est l'égalité. La laïcité, c'est quoi? Je suis à égalité, liberté de conscience, de celui qui ne pense pas comme moi. Il a le droit de développer ses positions philosophiques ou religieuses. J'ai le droit de développer mes positions philosophiques et religieuses. Elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Mais nous sommes en liberté, nous sommes en égalité. Et par ce système-là, nous sommes obligatoirement en fraternité, parce qu'il ne peut pas y avoir de guerre de religion, ni de guerre de laïcité. Quand les imbéciles réactionnaires disent « haha, la libre pensée veut comment ils disent ça, ressusciter la guerre scolaire », combien de morts la guerre scolaire? Et combien de morts la guerre de religion? C'est bien beau d'utiliser le mot « guerre » pour des choses qui n'ont causé aucun mort. C'est quand même assez extraordinaire, cet abus de langage. Donc, et là, je vais abuser de votre patience, je vais faire quelques mots sur les rapports, j'en ai parlé avec la laïcité, les rapports entre Robespierre et la religion, Robespierre et non pas la laïcité, puisque le mot laïcité va exister un siècle après. Mais la conception des relations entre l'Église et l'État. Robespierre n'était pas athée, tout le monde le sait. Robespierre n'était pas vraiment croyant, il disait de lui-même qu'il était déjà du temps du collège un assez mauvais catholique. Il était déiste.
comme Jaurès, comme Victor Hugo. Il croyait à l'immortalité de l'âme. Bon. Ce qui est d'autant plus étonnant de sa part qu'il avait une formule d'un matérialisme achevé. Achevé. Cette canaille de Fouché expliquait la mort est un sommeil éternel. Et contre Fouché, explicitement contre Fouché, Robespierre disait la mort, c'est la mort qui donne l'immortalité. Waouh, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est une formule d'un matérialisme achevé. On est immortel à partir du moment où on est mort, parce que ça ne peut plus changer. Ça ne peut plus changer. C'est quelque chose de définitif. Donc c'est définitif, c'est immortel. Et l'immortalité ne peut être donnée que par la mort. C'est pas l'immortalité de l'âme, c'est l'immortalité, je dirais, de la postérité. La preuve, on parle de Robespierre quasiment 2 siècles et demi après sa mort. Et donc, et lui, sa conception était la liberté des cultes de toutes les manières possibles. Pour 2 raisons. D'abord, une raison philosophique. C'est la même raison qui va l'amener à être contre la... qui l'a amené, pardon, à être contre la guerre, quand il expliquait que les peuples, comment dirais-je, refusent les missionnaires armés, il a raison, que les missionnaires armés soient en destination de prêcher telle ou telle doctrine dans les peuples étrangers, ou à l'intérieur du pays de prêcher telle ou telle doctrine, les missionnaires armés, c'est quelque chose de détestable. Le côté armé et le côté missionnaire. Les missionnaires armés, ils cumulent. Bon. Et donc, ça c'est pour une raison philosophique, la liberté, et puis une raison pratique, au moment politique immédiat, au moment où l'écrasante majorité, au début de la Révolution, les statistiques sont très variables, et ça dépend des régions, etc., est profondément attachée au culte catholique, aller et prendre des mesures hostiles au culte catholique pourrait donner une marge de manœuvre à la contre-révolution pour agir contre la révolution. Il fallait agir de manière pragmatique. Et il avait raison. Donc il va ruser. J'ai lu il y a quelque temps un bouquin très intéressant du président de la collectivité territoriale de Corse, Jean-Guy Talamogne, livre très intéressant sur le républicanisme en Corse, dans lequel il explique que Pascal Paul, et il a raison, était un précurseur, non pas un précurseur, un acteur de la laïcité. Pascal Paul, du temps de la Révolution corse, 1755, héberge les Juifs, ce qui est déjà pas mal, au moment où ils sont persécutés, leur donne le droit de vote, et l'éligibilité. Et quand des gens vont voir Pascal Paoli en disant « Est-ce qu'ils peuvent être élus ?», Paoli a cette réponse « Mais la religion ne nous concerne pas ». Il rajoute « Laissons ces questions à ces messieurs de la Sainte Inquisition. Nous demandons simplement que ce soit des citoyens honnêtes. » Et la question de la religion ou c'est pas la liberté de culte. Il ne dit pas, nous demandons qu'ils soient de bons chrétiens ou de bons croyants, qu'ils sont de bons citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas la liberté de culte, mais la liberté de conscience qu'il explique. Et des gens considèrent que Paoli, dirigeant la brève Corse indépendante, quand il négocie avec le Saint-Siège, ben, il fait un pas de clerc. Ah ben non, il dirige un État. Il dirige un État, tu fais comme tu peux. Et bien obligé de négocier avec des États qui ne sont pas obligatoirement de ton avis. C'est le principe de la diplomatie. Négocier avec des gens qui sont d'accord avec toi, c'est pas une négociation. Bon, le militant syndical, c'est très bien qu'on négocie avec un patron, et que par définition, on n'est pas le patron. Bon. Et donc, il tient compte de cette situation, ce qui va l'amener à prendre des distances avec ce phénomène qu'on appelle la déchristianisation, parce que la déchristianisation était un phénomène réel, mais qui était une combinaison de 3 choses. La profonde détestation des gens du tiers-état, particulièrement des paysans, contre les
privilège, pensez à la dîme, le 10e de vos récoltes part à l'église. Oh, et en plus dans une situation où les récoltes, elles ne sont pas mirobolantes. Bon. Ça, une volonté de rationalisation de la société. Je vous rappelle que les départements à cette époque-là, quand ils ont été créés, ont tous eu un nom laïque. De montagne, de fleuve, ou je ne sais trop quoi. Tous. La religion n'avait rien à faire, quelles qu'aient été les opinions religieuses des constituants, n'avait rien à faire avec la toponymie politique. Il a fallu attendre De Gaulle et la réforme administrative pour qu'un nom clérical soit donné à un département, Saint-Denis. Mais tous les autres départements ont des noms laïques. Donc, une volonté de rationaliser la société. Et puis, il faut le dire, des manœuvres politiques des uns et des autres, utilisant le hocher des opinions particulières contre l'opinion de la masse. C'est le cas de Chaumette, c'est le cas d'Anarcasis Clauze, etc. Des gens, pour Chaumette, non, mais pour Clauze, c'était très suspect. Et Robespierre, comme Danton, on dit maintenant il faut poser la barrière, il faut réaffirmer la liberté des cultes. Liberté des cultes, ça veut dire de tous les cultes. Et donc va se mettre en place cette histoire assez... Et Robespierre a cette formule, celui qui interdit la messe est aussi fanatique que celui qui l'a dit. Formule à laquelle je souscris totalement. La liberté, pour parler comme Rosa Luxembourg, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Si vous interdisez la messe, c'est vous donner un argument pour que demain on interdise votre réunion syndicale, politique, associative, etc. Ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est la règle d'or. C'est étymologiquement la règle d'or, et je souscris totalement. Il faut toujours se poser la question, et si cette chose-là était faite à mon encontre? Et donc, comment dirais-je, il prononce cette formule-là, et on voit bien que, du point de vue religieux, la Révolution, je ne vais pas dire qu'elle est dans une impasse. Michelet écrivait que le grand tort de la Révolution française est de ne pas avoir été une révolution religieuse. J'ai bien peur que cela n'explique beaucoup plus de choses sur Michelet que sur la Révolution française. Parce que quand même, la Révolution française, on ne pouvait pas sauter par-dessus leur tête. Donc ils ont l'idée, approuvée par une écrasante majorité des gens, du culte de l'être suprême et de la nature. N'oublions jamais, et de la nature. Et le robespierriste Buonarroti qui expliquait, à propos de l'être suprême, la seule chose que l'on sait de manière certaine sur l'être suprême, c'est son silence absolu. Comme divinité, je veux bien. Et cette chose permettait à des athées comme Sylvain Maréchal ou à des protestants comme Boissy d'Anglas de se retrouver dans ce culte qui permettait à tout le monde. Et je suis tombé sur un bouquin, je travaille actuellement sur un conventionnel athée qui s'appelait Jacob Dupont. Et Jacob Dupont, alors tout le monde explique que Robespierre était un ennemi des athées, etc. Il était un ennemi de l'athéisme. C'est totalement différent. Et je vais y revenir, et je terminerai là-dessus. Et ils disent, Robespierre a contribué au développement de l'athéisme. Alors je dis ça, je me dis, tiens. Et il dit, parce que dans les fêtes qui doivent être données dans le cadre du culte de l'être suprême et de la nature, il y a une fête en l'honneur du stoïcisme. Et le stoïcisme est une doctrine philosophique athée. Ça m'avait complètement échappé. C'est quand même fort comme truc. Vous faites le culte de l'être suprême, un immense chapeau, un immense manteau extrêmement vague, et c'est l'hommage espagnol. Chacun y arrive avec son truc. Et donc, ennemi de l'athéisme, et pas ennemi des athées, et en quoi c'est différent. Le jour le 22 prairial en deux, le jour de la fête suprême, de la fête de l'être suprême et de la nature, il brûle la statue, enfin l'effigie du fanatisme, et il brûle l'effigie de l'athéisme. Alors là, des gens, ah, de quoi? Ben, il a raison. La République ne peut pas être athée. La République ne peut pas être fanatique, c'est-à-dire croyante, mais elle ne peut pas être athée non plus.
La seule république qui a été athée dans l'histoire, c'est la république albanaise, d'Enver Hoxha. Si des gens veulent aller vivre en république albanaise, je leur souhaite beaucoup de plaisir. Une république ne peut pas être athée, elle ne peut pas donner une opinion philosophique, quelle qu'elle soit. Elle est laïque, ça nous renvoie aux discussions actuelles. Il y a, dans une discussion avec le ministre de l'Intérieur, moi je l'appelle Castagnier, je sais qu'on ne prononce pas comme ça, mais bon, une association dite laïque a dit nous nous félicitons du nombre de laïcs. Mais non, les individus ne sont pas laïques. Les individus, ils sont ce qu'ils sont. Ils doivent être croyants, athées, agnostiques, indifférents. Ce sont aux institutions d'être laïques. C'est totalement différent comme configuration. Parce que si on dit que les individus doivent être laïques, on imposerait aux individus l'opinion. C'est une dictature, c'est du totalitarisme, c'est une abomination comme truc. Et donc, il refuse que la République soit athée. De la même manière, quand il casse le buste d'Helvétius au club des Jacobins, il fait casser, pardon, comment dirais-je, le buste d'Helvétius, philosophe athée, au club des Jacobins, parce qu'il refuse que le club des Jacobins soit un club athée. De la même manière qu'un parti politique n'a pas à être athée. Il doit avoir en son sein des gens qui sont athées, qui ne sont pas. Autrement, c'est une forme, y compris dans un parti politique, et les clubs des Jacobins étaient une forme de préfiguration d'un parti politique, une forme, je dirais, de totalitarisme là aussi. D'ailleurs, c'est assez hallucinant. Quand la discussion sur le culte de l'être suprême et de la nature arrive au club des Jacobins, un de ses amis, proche, Marc-Antoine Julien, dit il faut exclure les athées du club des Jacobins. Le texte est voté. Robespierre réintervient pour demander que ça soit annulé. Vu l'autorité de Robespierre, ça a été annulé. Et il dit deux choses. Que premièrement, c'est la meilleure solution pour effrayer tout le monde. Et quelqu'un lui dit, mais c'est dans les textes de Rousseau. Et Robespierre, disciple de Rousseau devant l'Éternel, si j'ose dire, répond, il y a des choses qui sont dans les livres et qui doivent rester dans les livres. Je crois que c'est la seule fois, de ce que j'ai pu voir, où Robespierre se démarque de Rousseau. Pour que Robespierre se démarquât de Rousseau, il faut que l'enjeu soit d'importance. Même séance au club des Jacobins, quelqu'un lui signale l'attitude du conventionnel de Quignot, athée, mais très intéressant par ailleurs, il fait une brochure sur les préjugés de l'âme, etc. Et incontestablement, un des 3-4 athées de la Convention. Et donc, le Quignot est athée. Et Robespierre, Quignot au club des Jacobins, conventionnel en mission, etc. Et Robespierre répond, c'est une opinion particulière qui ne concerne que lui. Il ne dit pas le Quignot a tort, il ne dit pas le Quignot a raison, il ne peut pas dire le Quignot a raison parce qu'il n'est pas athée. Mais il ne peut pas dire le Quignot a tort parce que ce serait introduire une sorte de dissension au sein du groupe des montagnards. Et sur une question qui est une opinion particulière. Et une fois de plus, Robespierre met la discussion sur le terrain des principes, c'est que c'est une opinion particulière, ce n'est pas l'opinion du conventionnel, comment dirais-je, et de la convention que le Quignot a exprimée. C'est phénoménal comme chose, c'est-à-dire que dans les deux cas, lui, qui est contre l'athéisme, a défendu les athées. Voilà pourquoi j'aurais tendance à penser, et je vais terminer là-dessus, que nous avons vraiment raison, les uns et les autres, de retravailler sur Robespierre, parce que la légende d'un Robespierre massacreur, d'un Robespierre inconstant, d'un Robespierre, c'est très couru à gauche. Robespierre, c'était un bourgeois, oui, bien sûr. C'était tellement un bourgeois qu'en juin 1793, il explique dans son journal « Les seuls mots intérieurs viennent des bourgeois ». Et contre les bourgeois, il faut colérer le peuple. Bon, si ça c'est un bourgeois, je veux bien des bourgeois comme ça, sans arrêt. Alors du coup, des gens qui n'y connaissent rien disent « La Révolution française est une révolution bourgeoise ». Oui, bien sûr. Ou Robespierre a persécuté les athées. Je viens de vous donner quelques exemples. On peut en prendre beaucoup d'autres. Mais petit à petit, nous allons passer à la discussion et à des activités également importantes
non pas à l'esprit humain, mais au corps humain. Je vous remercie infiniment pour votre patience. D'ailleurs, je passe tout de suite la parole à Jacques. Oui, parce que je voudrais une précision, je ne voulais pas vous interrompre tout à l'heure. J'ai une source qui n'est pas peut-être bonne, c'est pas Wikipédia, mais la personne qui a apporté la notion de fraternité. Dès la Convention, ce serait un conventionnel d'Haïti. Un conventionnel d'Haïti. D'Haïti. Il y avait trois conventionnels, il y avait un gros, il y avait un blanc, un métis et un noir, qui étaient déjà pratiquement libérés. Et c'est un gars qui aurait dit la liberté et la fraternité c'est très beau, la liberté et l'égalité c'est très beau, puis ça c'était dans l'air des dizaines d'années, mais sans la fraternité, c'est ce que vous avez expliqué. Voilà, ça viendrait de ce gars-là qui est un noir émancipé dans le sens de l'époque. Oui, c'est la délégation de Gouly et Santonax, etc. Mais la devise qui est antérieure à la Révolution, au point de départ, c'est la devise des gardes républicaines. Et c'est Robespierre qui, en fin 89, fait rajouter fraternité. Et ça rentre dans le corpus, on va dire, public. Bien évidemment, la Convention va l'adopter, et puis les autres vont l'adopter. Même la devise va être liberté, égalité, fraternité ou la mort. Nous n'en sommes plus là, heureusement. Mais la devise vient de Robespierre fin 89. Et elle va rentrer dans les discussions quotidiennes de la Révolution à partir de là. La Convention ne va faire, je dirais, et notamment cette question-là, qu'entériner ce truc-là. Comment dirais-je, l'élément que vous indiquez est juste. Hein. Comment je pourrais dire ça? Toute la Révolution entière, à part Barnave et les Frères du Port, elle est abolitionniste de l'esclavage. Mais alors vraiment, l'abbé Grégoire, pour qui je n'ai pas une grande tendresse, loin s'en faut, les Girondins, Pétion, Boissy d'Anglas, protestant libéral, protestant virgule libéral, Robespierre bien évidemment, mais pour eux c'est un crime de lèse-humanité, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Ça a été voté par enthousiasme, comme on disait. Et vraiment, les discussions d'ordre politique ou d'ordre tactique sur l'abolition de l'esclavage, ça ne les concernait pas. Alors évidemment, certains peuvent trouver telle ou telle phrase à tel moment de tel ou tel conventionnel qui va dire ceci ou cela, ou tel révolutionnaire, mais sur le fond politique, la révolution, elle est abolitionniste de l'esclavage. Toute nuance de révolutionnaire confondue, ça il faut le dire. Oui, c'est au sujet de Wikipédia. Au sujet de Wikipédia, le fonctionnement, il est collaboratif et puis anarchiste. S'il y a des erreurs, s'il y a des choses à critiquer, la démarche, c'est de corriger, d'ajouter des informations. On en avait parlé il y a quelques temps. Il y a un article sur la libre pensée, je ne me souviens plus lequel, il manquait des choses, enfin bref, j'étais légèrement intervenu, voilà, et si ce qu'il y a dedans ne nous plaît pas, enfin non, c'est pas que ça ne nous plaise pas, si on y trouve des... Enfin, ce n'est qu'une encyclopédie, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'opinion, tout le monde est appelé à travailler à ce travail, enfin cette réalisation. Hein. Donc, dans ce que vous avez dit, on pouvait comprendre qu'il y avait un comité de rédaction, des encyclopédistes réservés, enfin entre eux, qui faisaient quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de ça. Et donc, j'invite tout un chacun à créer de nouveaux articles en amont des autres. Comme ce n'est pas une question, je n'ai pas à répondre, mais ceci est... Non, mais je vais quand même répondre, même s'il n'y a pas de réponse. Par contre, j'ai une remarque, j'ai une question. Pardon? Par contre, j'ai une question. Oui, mais donc, comme c'est une discussion libre, je vais quand même dire ce que j'en pense. Quelque chose à laquelle tout le monde est appelé à... Tiens, je vais prendre un exemple. Wikipédia sur la séparation de l'Église et de l'État parle d'une loi qui n'a jamais existé pendant la Révolution. Non, pour le moment, c'est pas un dialogue, avec tout le respect que je te porte, et qui est très grand,
qui est à peu près aussi grand que l'irrespect que je porte à Wikipédia. Parce que quelque chose sur lequel il faut corriger pour aboutir à un moment de vérité est par définition un mensonge. J'ai le droit de dire ce que je pense. Je ne vais pas te convaincre, mais je vais quand même donner mon point de vue. Ça me fait penser à la bonne vieille formule dans les États africains que pendant longtemps on avait expliqué au peuple que 2 plus 2 ça faisait 6, que maintenant le peuple a compris, mais le peuple n'est pas prêt à aller vers la vérité. Il faut lui expliquer pendant un premier temps que 2 plus 2 ça fait 5. Sur Wikipédia, j'ai trouvé plus d'erreurs que de vérité. Alors je ne vais pas te convaincre de l'inverse, mais tu ne vas pas me convaincre de l'inverse non plus. Donc sur ce, nous allons passer au thème robespierriste, parce que ce n'était pas une conférence sur Wikipédia. C'est embêtant qu'il y ait ton intervention et que je n'ai pas le droit d'y répondre. Pardon? C'est embêtant que tu aies fait ton intervention et que je ne puisse pas y répondre. Ah, mais ce n'est pas moi qui organise le débat, c'est Marc. Si, mais vas-y, Nicolas, puis je sais très bien comment on fonctionne. Hein. D'accord. Donc, s'il y a des erreurs, et bien voilà. J'ai dit juste avant, dans ma première intervention, que tout un chacun devait les corriger. Et finalement, moi, je me sens un devoir de corriger un article dans lequel je vois une erreur. Il y avait un article de mathématiques où il y avait une petite erreur. Je n'en ai pas fait toute une affaire, je me suis contenté de la corriger. Donc sur l'exemple, la comparaison un petit peu hardie, eh bien voilà, ton travail n'est pas fini, il faut, surtout tu es très très bien placé. Et c'est normal qu'en tant que spécialiste, historien, tu trouves des choses tout à fait incomplètes et erronées. Et ben, allons-y, corrigeons. Nous sommes totalement d'accord, il y a beaucoup de choses erronées dans Wikipédia. C'est ce que tu viens de dire, je suis totalement d'accord. À corriger. Donc c'est erroné, donc c'est pas fiable, nous en sommes d'accord. Il y a toujours des références de données. Sur des erreurs, tu viens de dire qu'il y a beaucoup de choses à corriger, on est bien d'accord. En fait, il faut le prendre comme un journal. Pardon? Il faut le prendre comme un journal. Quand vous avez besoin d'une information, vous regardez le journal. Si vous êtes au courant de cette information, 99 fois sur 100, le journal ne relate pas exactement ce qui s'est passé. Donc, parce que c'est un média. Comme tous les médias, c'est un filtre. Et dans les filtres, automatiquement, il y a des failles, il y a des erreurs. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Ça ne reste qu'un outil. Et pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Mais c'est quand vous voulez savoir la vie, la naissance et la mort de tel musicien, c'est vachement pratique. Nous sommes dessus, vous voyez. Parce que ça va plus vite que de sortir une encyclopédie papier. Mais tout ce que vous avez dit, c'est entièrement exact. C'est pas fiable. C'est un peu comme une équipe, mais il faut se méfier qu'elle n'est pas bien nourrie. Je suis désolé, de manière générale, je préfère les choses fiables. Ah ben tout le monde. Oui, pour terminer sur Wikipédia, parce que je savais que Nicolas est un grand correcteur, et je pense qu'il doit hurler, je l'imagine en train de hurler et de sursauter quand il dit Wikipédia lui-même, en disant mais que c'est pas vrai qu'on ait écrit ça, puis qu'il corrige, quoi. Mais je crois qu'on va pas faire le débat là-dessus. Et puis par ailleurs, il a le droit de corriger Wikipédia. Ah oui, c'est une œuvre à plein temps. Alors là. On est des milliers. Oui. Je te taquine, Nicolas. J'ai une intervention sur... Il y a pas une question là si, c'est vrai. Alors, Robespierre, orphelin, roturier, dans la misère, et quand il est allé au collège de Paris, qui a financé une bourse ses études? Ah, c'est talent. Parce que dans le système d'Ancien Régime, on pouvait accorder une bourse à des élèves méritants. C'était son cas. Et d'ailleurs, quand il sort du collège, il va se bagarrer, il va obtenir que la bourse soit, sa propre bourse soit transférée à son frère cadet, Augustin. Méritant aussi. Oui, oui, par ses études, etc. C'est terrible, c'est pas histoire. Il faut toujours faire attention quand on parle de personnages historiques, de ne pas avoir une sorte d'image d'Épinal. Vous savez, dans l'historiographie stalinienne, le mec a travaillé en usine à 12 ans, a traduit le Capital à 14, est rentré au comité central à 15, a été arrêté par la police à 16, enfin bon, les trucs. Mais l'enfance de Robespierre, sa mère meurt en couche. Là aussi, démographie du XVIIIe siècle, on considérait que pour faire un adulte, il fallait 2 enfants. 50% des enfants mouraient avant 5 ans. Oh.
Et quand c'était pas l'enfant, c'était la mère. Donc la mère meurt, le père disparaît. D'après ce qu'on sait, le père était une sorte d'aventurier, c'est un peu exagéré, de personnage un peu léger, on va dire, qui s'était casé, passez-moi l'expression, et on ne sait pas si à la mort de son épouse, il revient à ses mœurs anciennes, ou il ne supporte pas le choc, ce qui est parfaitement admissible, on va dire. Et le témoignage de la sœur de Robespierre dit qu'à partir de ce moment-là, il a changé. Que Robespierre, qui était l'aîné, a changé et qu'il s'est senti en quelque sorte en charge de la fratrie. Il s'en est plutôt pas mal tiré, si j'ose dire, parce que Augustin va demander le 8 Thermidor de partager l'honneur de la proscription de son frère. Et la sœur va passer sa vie à défendre la mémoire de ses deux frères, ce qui montre un soutien familial incontestable. Et donc, le gamin, qui était un gamin insouciant, qui aimait les pigeons, les rubans, etc., enfin, bon, on va quand même pas non plus reprocher à quelqu'un de 4 ou 5 ans de reprocher d'aimer les pigeons et les rubans, même à un adulte, par ailleurs, il ne faut quand même pas exagérer. Et là, il s'est entièrement consacré à l'étude. Ce qui fait que... parce qu'il n'y avait pas le choix. Et donc, il est devenu... c'était un système où les élèves talentueux et méritants, il fallait les deux, pouvaient bénéficier de bourses. Comment dirais-je, à Paris. Et là aussi, il s'est entièrement consacré à l'étude. C'est pour ça que la légende qui dit que Camille Desmoulins et lui étaient très proches, c'est probablement du baratin lié à Camille Desmoulins, parce qu'il y avait plusieurs années de différence, d'une part, et que Robespierre n'était pas du genre à frayer. C'était pas... À la fois parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire, et puis aussi c'était une sorte de fonctionnement personnel, je ne vais pas dire proche de la 16. Le grand historien Georges Lefebvre parlait du médiocre élan vital de Robespierre. Je suis assez d'accord avec ça. Partir en week-end avec Robespierre, ça ne devait pas être quelque chose de particulièrement folichon, on va dire. C'est son caractère. D'autres avaient un caractère différent. Et c'est pas parce que Robespierre avait tel caractère qu'il faut comment dirais-je, l'ériger en modèle. Il avait ce caractère-là, d'autres révolutionnaires avaient un caractère différent. C'est comme ça. Moi j'aime bien la formule, comment dirais-je, le révolutionnaire Engels était considéré par un autre révolutionnaire particulièrement ascétique, qui avait cette formule sur Engels, il aimait la vie sous toutes ses formes. On a des lettres d'Engels à Marx qui expliquaient « Je t'écris ce matin à la manufacture pour une fois que je n'ai pas mal aux cheveux ». Et lettre d'Engels à Marx en 1948, on vient avec les camarades de tirer les derniers coups de fusil contre l'armée prussienne, on rentre en Suisse, les vendanges sont magnifiques, les jeunes femmes suissesses sont splendides, puis il développe comme ça sur plusieurs pages, puis il dit bon maintenant venons-en aux affaires du parti. C'est le caractère d'Engels, ce qui n'était pas le caractère de Robespierre par exemple. Donc c'était cette structure-là qui a fait que Robespierre a pu bénéficier d'une bourse d'études. Il ne s'est consacré qu'à ça. Voilà. Je peux dire un mot? Bon, la vie est ainsi faite que dans quelques jours va sortir un bouquin que j'ai eu l'honneur de travailler sur la Révolution. Les dernières lignes sont écrites en octobre. Et avec votre permission, c'est immodeste, mais après tout, hein, pour une fois, on va quand même le faire. Voici la dernière page. Et bien évidemment, vous aurez l'occasion, peut-être, de faire une comparaison avec des phénomènes plus récents que ce qui s'est passé dans ce pays depuis octobre. La dernière page est la suivante. Ce qui reste, c'est l'inébranlable conviction, l'inébranlable certitude que le peuple, les masses exploitées et opprimées, va se mettre en mouvement, à un moment ou à un autre. Nous ne pouvons, personne ne le peut, dire à quel jour de quel mois,
Les forces telluriques existent, elles ont commencé à agir. À l'échelle de l'humanité, le plissement alpin n'est rien. L'humanité soulèvera des montagnes et prendra sa propre histoire entre ses propres mains. Cela a eu lieu, cela aura lieu. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas une prophétie. On ne prophétise pas l'humanité. Cela aura lieu parce que cela doit être, il n'y a pas le choix. Parce que l'humanité ne peut contempler le spectacle de sa propre agonie, de son propre suicide à petit feu avec résignation. La résignation est contraire à l'esprit humain et toutes les victoires momentanées pour lui faire accepter son sort présent ne sont que des charges explosives supplémentaires. L'humanité va reprendre sa marche en avant et si on a forcé à attendre, elle n'a pas pour autant perdu son temps. Elle a appris. Une armée qui piétine n'est pas une armée immobile. Une armée qui se prépare n'est pas une armée vaincue. Par la force des choses, le mouvement ouvrier organisé sera en première ligne au centre du dispositif. Tous les vents quitteront la boîte de Pandore, mais l'espoir ne sera pas au fond, il sera avec les vents et le fera souffler encore plus fort. Ah, ça ira, ça ira. C'était, je ne vais pas dire bien vu, mais intéressant, on va dire. En plus du point de détail, il m'est arrivé de lire comme des événements concernant Robespierre. Il m'est arrivé de voir ce personnage s'appeler Maximilien de Robespierre. Et donc il avait des origines nobiliaires. Non, par exemple, Danton, à un moment, signait Danton D'. Ces gens frappent à la porte d'une société dont ils veulent à tout prix faire partie, et ils essayent, le bourgeois gentilhomme, essayent de toutes les manières possibles d'y entrer, et la société d'Ancien Régime les refuse. Alors ils rusent, ils vont s'appeler Danton D', ils vont trouver toutes sortes de choses pour ruser. De Beaumarchais, c'est le plus bel exemple. Exactement. Et c'est devient de Beaumarchais. Par escroquerie, voilà. Votre nom n'existe pas dans cette société. Et ils vont chercher à se faire accepter par une société qui ne le veut pas. Donc ne pouvant pas entrer gentiment, ils vont rentrer avec force. Destin. Et non seulement ils vont rentrer avec force, ils vont aboutir à la phrase dont on ne mesure jamais l'importance subversive: les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Une force d'une subversion considérable. C'est le programme de l'Ancien Régime totalement retourné. Vous aviez des inégalités de naissance, on vous dit vous êtes égaux de naissance et vous le resterez. En droit, j'ai pas dit en fait, c'est une autre discussion. Vas-y. C'est intéressant que tu termines là-dessus, parce que récemment on a eu l'occasion de lire sous la plume de Macron qu'il y avait des jojos en gilets jaunes qui se prétendaient avoir le même droit à la parole que des députés ou des élus de la nation. Donc ça dit assez combien cet homme-là pense Ancien Régime, c'est-à-dire avant même que nous puissions demeurer libres et égaux. Je voulais prendre la parole sur une situation. D'abord te remercier de la qualité de ta conférence. Et j'ai remarqué que dans ton livre, tu faisais référence au nombre de collèges, de lycées qui portaient le nom de Robespierre. Ils sont assez peu nombreux. De la même manière, le nombre de rues ou de places qui portent le nom de Robespierre, pensons que la première ville de France, la capitale, n'a pas de rue Robespierre. Et je voulais évoquer le fait que ça pourrait être également un travail de mémoire autour de Robespierre, de travailler au fait que l'on puisse baptiser un certain nombre de rues de nos villes et villages. C'est la démarche que j'ai faite en 2013 auprès de la ville de Manos, dont je suis. Et bon, ça n'a pas été simple, mais ça y est, nous avons une rue Robespierre à Manos. Elle n'est pas bien importante, elle n'est pas bien longue, elle n'est pas très en vue, mais elle existe. Et je pense que ça serait intéressant dans les localités dans lesquelles nous vivons, chacun sachant que nous sommes toujours amenés, les communes sont amenées à baptiser de nouvelles rues, qu'il y ait une démarche auprès du conseil municipal, auprès du maire. Parfois il y a des collectifs qui donnent des noms, parfois il y a des comités de patrimoine qui peuvent nous aider et argumenter pour qu'il y ait le nom de Robespierre donné à une rue, à une place, etc. J'ai pour ma part
rédigé le courrier, je peux le mettre à la disposition de la libre pensée, qui peut être une base argumentaire intéressante. Je réponds, il faut que tu passes. Oui. Je te passe après, il va répondre. Tu as totalement raison sur les deux aspects, parce qu'outre cette phrase sur n'importe quel gilet jaune a plus de place qu'un député ou qu'un ministre, comment dirais-je, je n'ai pas l'impression que les ministres se précipitent pour aller sur les plateaux télé actuellement, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y en a qu'on voit, comment dirais-je, j'en pense que j'en pense, puis d'autres qui se planquent visiblement, c'est comme ça. Et dans cette même déclaration, il a quand même eu cette phrase qui est répugnante. Il n'avait pas les mots d'un boxeur gitan. Mais souvenez-vous, au moment du deuxième tour des élections présidentielles, on nous a dit qu'il ne faut surtout pas que l'extrême droite vienne au pouvoir. Le racisme est à nos portes. La xénophobie est là. Imaginez si un président ou une présidente d'extrême droite est élu, il ou elle va réhabiliter le maréchal Pétain. Il ou elle va signer des lois interdisant les manifestations. Il ou elle va avoir des propos répugnants, racistes contre les gitans. Ah mais l'extrême droite n'est pas là. Je me suis trompé, non? Et deuxième chose, sur Robespierre et Paris, mais c'est une abomination. Il y avait une rue Robespierre. Jusqu'en 1946, c'est les gaullistes qui ont supprimé ça. Et dans la continuité du pouvoir gaulliste, M. Delanoë a refusé, et c'est une bagarre que nous avons menée avec des historiens comme Claude Mazouric, Michel Vauvel, mon regretté camarade et ami Marc Blondel, Alexis Corbière, etc. Il y a eu un blocage politique de la part de Delanoë qui expliquant Robespierre était élu de Paris, élu de la Convention de Paris. Robespierre est un personnage controversé. Mais bien évidemment, quand Delanoë a donné le nom de la place Jean-Paul II n'est pas un personnage controversé, c'est une évidence. J'ai appris avant-hier que le Conseil de Paris avait refusé en son temps, direction socialiste, de donner son nom à Pascal Paoli, simplement le rédacteur de la première constitution écrite dans le monde contemporain. Bon, et après, il y a un côté... Mais tu as raison, hein. Et tu as raison à un seul point. Le fait que ce soit une petite rue, une grande rue, je m'en fous totalement. Même si c'est une petite rue, si dans la topographie urbaine, Robespierre ou d'autres sont... Nous défendons la République, nous défendons la Révolution française sous toutes ses formes. C'est une place, c'est une place. C'est une ruelle, c'est une ruelle. Une impasse, j'y tiens pas beaucoup. Les rues Babeuf à Sainte-Tulle quand même. Oui, c'est vrai. Non, c'était juste même une avenue, je crois. Oui, c'était juste pour dire qu'il y a toujours de la place pour mettre une rue ou une ruelle avec le nom de Robespierre. Il suffit de déplacer les rues ou les ruelles qui s'appellent Thiers et puis mettre Robespierre à la place. On dit qu'il y en a un boulevard Thiers, on pourrait avantageusement le remplacer par Robespierre. Ah oui. Absolument. malheureusement, ce n'est pas les gens ici qu'il faut convaincre. Moi, j'ai essayé dans ma commune, quand j'étais conseiller municipal, de demander que la rue, que la place Thiers soit débaptisée. Et bien, je n'ai pas été suivi. Nous étions 19, et bien, il y a eu 18 voix contre, et le maire avait dit les gens n'aiment pas quand change le nom des rues. Mais l'immense avantage de la politique, c'est que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Ah oui. Ici, on est, il y a un boulevard Thiers. Même on est. Ah, d'accord, ouais. On est, oui, il y a un boulevard. Pardon, Thiers. Robespierre. Oui, c'est pas exactement le même. On n'a pas réussi à obtenir que pour rester Ça n'est pas tous en même temps. Pour rester Vas-y, sur puis après, ce pilote des choses, bon, Robespierre et Arras, on sait, la ville d'Arras, il y a une rue Robespierre depuis très longtemps, il y avait la maison Robespierre, aujourd'hui elle n'existe plus, c'est la maison des compagnons du devoir.
Et à la mairie d'Arras, il y a un buste de Robespierre. Qui a été couvert de sang quand il était, par les royalistes quand il était inauguré. Exactement. Et il y a un lycée Robespierre avec un buste de Robespierre. Et la chose extraordinaire, c'est que si vous allez voir les lycéens et que vous demandez qui c'est, vous restez bien souvent sur le cul. Parce que c'est extraordinaire. Parce que ce qu'on en arrive à ce point-là, c'est que Robespierre aujourd'hui, enfin aujourd'hui de tout temps, mais encore aujourd'hui, et même peut-être encore plus aujourd'hui, fait tellement peur qu'il faut absolument, si c'était possible de le faire disparaître, qu'est-ce que ça serait bien. Hein, pour revenir sur ton introduction sur le côté l'incorruptible, c'est vrai que ça, on essaie aussi de le faire disparaître Robespierre, de faire disparaître l'incorruptible, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Et en même temps, à Arras, il y a une association qui fait un travail remarquable, avec des promenades dans la ville d'Arras sur les lieux de la jeunesse de Robespierre, qui organise des conférences, etc. L'association des amis de Robespierre, et qui fait un travail extrêmement bien fichu de pédagogie, justement en direction des scolaires, et qui ne baisse pas les bras. Il y a été une époque, le secrétaire, c'était un instituteur. Je pense que c'est maintenant. C'est facile à trouver l'association dans n'importe quel. Les amis Robespierre, ça s'appelle. Et on reçoit leur communiqué, c'est toujours quelque chose.